7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Depuis 20 jours, la Nouvelle-Calédonie fait face à sa plus grave crise depuis les années 80. Le vote du dégel électoral en vue du scrutin provincial a provoqué de graves émeutes, causant la mort de 7 personnes, dont 2 gendarmes. Au total, 136 policiers et gendarmes ont été blessés. Près de 535 individus ont été interpellés. Plus de 2300 touristes français et étrangers ont été rapatriés. Malgré ce climat de violence, les élections européennes auront bien lieu dimanche prochain sur l'archipel. Le haut-commissaire de la République a affirmé que le matériel de vote est arrivé, que les bureaux de vote sont en cours de recensement. Vendredi, la ville de Nouméa serait repassée en totalité sous le contrôle des forces de l'ordre selon les autorités. Mais malgré leurs opérations de déblayage, des barrages seraient toujours tenus et les militants indépendantistes bien déterminés à poursuivre leur mobilisation. Alors, quelles sont les perspectives pour la Nouvelle-Calédonie et que se passe-t-il vraiment? On en parle ce matin avec nos 2 invités, Jean-Claude Martinez et Emmanuel. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Jean-Claude Martinez, vous êtes professeur agrégé de droit public de sciences politiques à l'Université Paris-Assas. Vous avez été député national et européen durant 22 ans. Vous avez donc l'œil non seulement d'un analyste mais d'un homme politique. Vous êtes l'auteur du livre Nouvelle-Calédonie, quoi qu'il en coûte, la France doit rester, aux éditions Godefroy et Bouillon. Et Emmanuel, vous êtes une habitante de Nouméa. Vous habitez depuis 2004 en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vécu 2 ans au milieu d'une tribu kanak, si je ne me trompe pas. Jean-Claude Martinez, la Nouvelle-Calédonie connaît une grave crise, secouant non seulement l'archipel, mais la France métropolitaine, forcément. Lors des derniers accords de Nouméa en 1998, vous étiez alors élu au Parlement européen. La restriction électorale, pensée il y a 25 ans dans le cadre d'un compromis entre indépendantistes et loyalistes, n'est plus d'actualité. Est-ce que la situation d'aujourd'hui est une suite logique des choses à laquelle on pouvait s'attendre ? Oui, mais vous savez, la situation d'aujourd'hui était celle déjà de 1985. Et ça fait des années, ça fait plus de 40 ans que la situation est comme cela. Mais il faut bien cadrer, il faut bien comprendre. Quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, on parle d'un territoire vide de 18 000 km² qui doit avoir même pas 300 000 habitants, c'est-à-dire même pas la métropole de Montpellier. Ouais. Donc on parle de l'équivalent de l'agglomération de Béziers. Voilà, donc là, on est en train de faire tout un numéro depuis 40 ans, comme si Robert Ménard, ayant découvert du nickel dans les vignes autour de Béziers, décidait que la petite population de Béziers allait devenir indépendante. Et ne perdons pas de vue qu'on est là en frontière. Dans la métropole, on est en frontière avec le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne. Là, on est en frontière avec l'Australie. Et donc, on a comme voisin à 500 km à Brisbane l'Australie. Voilà pourquoi on doit rester en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on est dans la zone des géants, la Chine, de l'Inde, etc. Bon, voilà, la révolte, il y a 80 000 jeunes, ou moins jeunes. Cette fois-ci, il y a uniquement à Nouméa ou dans le Grand Nouméa, alors qu'en 85, c'était tout le territoire. Donc, je rappelle, on est à 18 000 km², l'équivalent. À superficie équivalente, l'île de Shikoku au Japon a 4 millions, plus de 4 millions d'habitants. Là, on a 287 000 habitants. C'est peanuts, d'ailleurs, d'où le terme de cailloux. Bon. Mais stratégiquement, c'est colossal. Alors la question n'est pas de savoir les accords de Nouméa, le corps électoral qui est trafiqué. Imaginez qu'aux élections européennes, les gens qui sur le territoire français ne sont pas là depuis 1988 n'auraient pas le droit de vote. Tout le monde considérerait ça curieux. Eh bien, aux élections provinciales kanak, ou de Nouvelle-Calédonie, où il y a 3 régions. Je rappelle qu'il y a 3 régions en Nouvelle-Calédonie pour gérer même pas la moitié de la population de Montpellier. 3 régions pour gérer Béziers. Et là, on a restreint le corps de telle façon que si vous n'êtes pas descendant kanak de père en fils ou de mère en fille, et si vous n'êtes pas là depuis 1988, vous ne pouvez pas voter. Alors là, M. Macron a essayé tout de même de modifier un peu. Si on a quand même 10 ans sur le territoire, on peut voter. Et pour tout cela, des enfants, tout ça flambe, tout ça brûle. Voilà, tout ça n'est pas sérieux. On parle de l'autodétermination, d'indépendance. Tout ça n'est pas sérieux. C'est pas plus sérieux que l'indépendance des 280 000 habitants du Sahara qui veulent devenir un État, etc. Voilà, on nous explique que la France est trop petite, qu'il faut l'Europe, et puis on nous explique que maintenant la France est trop grande et qu'il faut un petit État de Nouvelle-Calédonie. Alors, on va demander à Emmanuel de... Ça n'est pas sérieux.
de réagir à ce que vous venez de dire juste après le bulletin d'actualité, parce qu'il est quasiment 8h et je vous redonne la parole juste après. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Emmanuel, vous avez écouté l'intervention de Jean-Claude Martinez. Je vous propose de réagir. Ah oui, merci. Il a très bien rappelé ce qu'est la Nouvelle-Calédonie, un tout petit pays. Et je voudrais juste ajouter que le corps électoral, c'est un dispositif démocratique et que les indépendantistes mélanésiens, ils s'inscrivent dans ce système par leur présence constante à l'ONU, au comité des pays à décoloniser. Donc le gel du corps électoral, c'est impossible d'en faire partie en fait. C'est pas comme si on était à l'étranger, dans un pays étranger, où on peut demander une carte de résident, éventuellement un jour accéder à la nationalité. Là, il n'y a aucun moyen de devenir un jour ou de manifester un jour qu'on veut devenir citoyen calédonien. Je crois que c'est une exception mondiale dans les pays démocratiques et donc c'est pour ça que j'étais favorable à ce dégel, parce que moi j'ai adopté ce pays, ça fait 20 ans que j'habite là, je suis amie avec toutes les ethnies, j'ai même des liens de famille. Ma fille, elle porte 3 prénoms qui ont été donnés par son parrain et par un papa qui avait adopté mon mari. Donc oui, c'était un espoir et en plus le projet de loi constitutionnelle n'était qu'un rempart en fait. Et on oublie aussi de le dire, mais il y a eu 3 référendums. Les 2 premiers ne sont pas contestés par les indépendantistes et ils disaient déjà que même ce corps électoral gelé était favorable au maintien dans la France. Depuis décembre 2021 et le 3e référendum qui conteste, mais c'est eux qui l'ont demandé, ils font la politique de la chaise vide, ils traînent les pieds, ils veulent pas négocier la poursuite d'un accord, ils veulent pas négocier la suite. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, le président a dit bon, maintenant il faut que vous discutiez de la suite parce que l'accord de Nouméa de Matignon s'est terminé. Et si vous discutez pas, on met en route, l'État fera sa part et présentera ce projet de loi. Mais ce projet de loi n'était pas censé forcément venir sur le devant de la scène si les décideurs politiques s'étaient mis au travail. Ouais, Jean-Claude Martinez. Oui, écoutez, ça fait 40 ans qu'on négocie. Voilà, donc il n'y a rien à négocier, il faut être raisonnable maintenant. La seule et unique question sérieuse posée, oui ou non, veut-on donner la Nouvelle-Calédonie à la Chine? C'est ça la question. Ah oui. La Nouvelle-Calédonie a tout l'axe mélanésien, avec les Fidji, avec les îles Salomon, avec le Vanuatu, elle est là partout. Bon. Et si jamais la Chine s'installe en Nouvelle-Calédonie, et si on veut répondre oui, on donne la Nouvelle-Calédonie à la Chine, eh bien, il faut comprendre ce qui se passera. Forcément qu'il y aura, d'ici la fin du XXIe siècle, un affrontement, peut-être même militaire, Chine États-Unis. Et nous sommes là sur ce terrain-là. Et je rappelle même à Emmanuel, parce que les gens ne le savaient pas, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Guadalcanal, le Verdun du Pacifique, où des centaines, des milliers d'avions, de bateaux, partant d'ailleurs de Nouvelle-Calédonie, de GI, sont morts pour reprendre l'empire japonais, Guadalcanal. Eh bien là, nous avons une base stratégique, l'Occident a une base stratégique, l'Europe, puisqu'on parle d'élections européennes, a une base stratégique, et dans le cadre d'un affrontement Chine-États-Unis, monde occidental, Chine, la Nouvelle-Calédonie sera un point capital, fondamental. Et si les Chinois sont installés à 500 km de Brisbane, la base des sous-marins australiens, eh bien, bonsoir pour les déloger. Alors, il faut être raisonnable, il faut redescendre sur terre. Les Kanaks, moi, j'ai beaucoup d'affection pour nos compatriotes Kanaks, qui sont d'ailleurs très religieux. C'est une des composantes de l'affrontement. La dimension du sacré chez les Kanaks est capitale et très importante, et ils ont une espèce de rejet vis-à-vis de nos conneries, les GPA, Ikea, et puis je sais plus quoi, tous nos trucs. Voilà. La dimension religieuse est très importante. Mais au-delà du respect, la France, les dirigeants français, M. Macron, je rappelle M. Ponce, à Ouvéa en 88, a été capable d'intervenir. Voilà. Donc nos dirigeants français doivent maintenant répondre clairement, oui ou non, avons-nous besoin de la Nouvelle-Calédonie pour rester une grande puissance?
oui ou non, voulons-nous la donner à la Chine? Si on répond oui, nos amis Kanaks, les jeunes, les enfants, que j'adore par ailleurs du Grand Nouméa, peuvent jouer à la révolte, à l'indépendance, à l'ONU, au territoire à décoloniser, enfin à toutes ces sottises des années 60. Mais nous devons arrêter le jeu des enfants. Donc il ne s'agit pas d'envoyer l'armée, les bombardements, de faire Gaza. Il s'agit d'une fessée et d'être clair, d'être très clair. Messieurs, on arrête de jouer. La Nouvelle-Calédonie est française, elle reste française, c'est terminé. Et le corps électoral, c'est un homme, un électeur, une femme, un électeur. Qu'il soit là depuis 88 ou qu'il soit comme Emmanuel depuis quelques années. Voilà. La faute, c'est les dirigeants français qui ne savent pas où ils sont. C'est ça la faute. C'est pas les petits Kanaks. Les petits Kanaks, ils font ce que font tous les enfants sur Terre. Ils jouent, ils s'amusent, ils font des barricades, ils tirent, ils tuent le jeune homme de 22 ans. Parce que le gendarme tué, c'était un brave garçon de 22 ans qui pouvait être mon étudiant à l'école de gendarmerie de Melun, où enseigne la fac de droit de Paris 2. Voilà, ce gosse de 22 ans est allé mourir parce qu'une bande d'abrutis qui dirige le pays ne peut pas parler clairement. Et pas d'aujourd'hui. Depuis maintenant 85. Voilà, Maud. Ouais. Bon, merci pour ce point. Pour revenir alors effectivement à ce qui se passe sur place, Emmanuel, l'état d'urgence aura duré 15 jours. Il a pris fin mardi dernier, le 28 mai. Le couvre-feu nocturne est en revanche toujours en vigueur, de 18h à 6h du matin. Interdiction donc de circulation la nuit, mais aussi des interdictions de rassemblement en journée, de transport d'armes, de port d'armes ou encore de vente d'alcool. Emmanuel, vous êtes sur place. Ces mesures sont-elles suffisantes pour vous ? Déjà, elles sont quand même rassurantes. Ouais. Parce qu'il y a moins de monde qui circule la nuit. C'est quand même le moment le plus... oui, parce que vous nous disiez la dernière fois que vous veillez la nuit pour surveiller votre maison. Oui, on a veillé, mais franchement, on a arrêté. Ça fait 4 semaines. On s'habitue à tout. On s'habitue à entendre des tirs le soir. Là, aujourd'hui, en journée... on s'habitue à tout, donc on s'est barricadé chez nous parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, il faut essayer de maintenir un semblant de vie un peu normal. Mon conjoint a repris le travail. Donc, vos enfants sont retournés à l'école ? Oui, ça nous rassure un peu. L'interdiction de vente d'alcool, c'est forcément... même s'ils ont pillé tellement de magasins et de distributeurs automatiques, ils doivent avoir un magot conséquent. Oui. On imagine. Là, vous considérez que la situation est maîtrisée ou pas ? Ou c'est toujours... Enfin non, vous dites que vous entendez toujours des coups de feu, tout ça, donc j'imagine que c'est pas si maîtrisé que ça, mais comment ça se passe là ? En fait, ils jouent au chat et à la souris, c'est-à-dire qu'ils mettent des barrages, les forces de l'ordre viennent les défaire, et dès que les forces de l'ordre partent, ils les remettent. Ouais, d'accord. Donc... on sait quasiment qu'ils les remettent dans l'après-midi, qu'ils y passent la nuit, que le matin, ils sont morts de fatigue, ils s'endorment dans les fourrés d'à côté, et puis qu'en début d'après-midi, ils les remettent. Moi, j'ai entendu quand même de sources sûres des personnes qui ont dû passer les barrages parce que vraiment, elles devaient aller se chercher à manger, qu'elles n'avaient plus rien à manger et ont vraiment été traumatisées. Ouais. Jean-Claude Martinez... non, ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Jean-Claude Martinez, l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie est donc levé, mais les forces de sécurité intérieure restent entièrement mobilisées. J'ai du mal ce matin. Outre les morts et blessés, les violences ont causé des dégâts et destructions d'un coût évalué à plus de 1 milliard d'euros. Est-ce que le gouvernement est pour vous à la hauteur de la situation et des enjeux de sécurité pour les habitants ? Je crois connaître votre réponse. Mais écoutez, en avril-mai 88, gouvernement de Jacques Chirac et Bernard Pons, ministre de l'Outre-mer, il y avait pire que ça, OVA, des otages, le RAID qui intervient, je ne sais plus, 9 morts. En 85 ans, j'y étais précisément pour les manifs où on encerclait M. Pisani, le haut-commissaire. C'était comme cela sur tout le territoire. Là, c'est le Grand Nouméa. Alors, je comprends, Emmanuel, quand on vit ça. Évidemment que c'est dramatique. Elle le rappelle d'ailleurs, on vole entre les choses qu'on vole, on vole de l'alcool, on est bourré toute la journée, puis on prend la boisson locale qui arrive d'ailleurs du Vanuatu qui fait que ça vous endort. Je comprends tout cela, l'état d'urgence, etc. Mais tout cela est créé par notre indécision. Lorsqu'en décembre 2021, il y a le référendum pour la 3e fois ne veut pas d'indépendance,
On va tout de suite au corps électoral normal de toutes les démocraties et on arrête de tergiverser comme on l'a fait. Je rappelle que pour l'IVG à inscrire tout de suite dans la Constitution, à peine c'était avec un chronomètre, à peine les deux assemblées avaient voté le texte constitutionnel, pop, départ chrono, allez hop, dans la seconde, le congrès, l'IVG, le sort de l'humanité, le sort des sapiens se jouait dans la Constitution, la constitutionnalisation de l'IVG. Là, on adopte à l'Assemblée nationale, on adopte au Sénat. Là, c'est plus top chrono. On prend un calendrier. On va voir quand on ira au Congrès. Et puis le président Macron, pour une fois, dit quelque chose de raisonnable. Écoutez, les amis, on arrête. On a un texte constitutionnel, Assemblée nationale, Sénat. Eh bien, on va aller au référendum national là-dessus. Mais qu'il y aille et qu'on y aille et qu'on en termine avec ce référendum national et qu'on en termine avec ces jeux. Ce sont des jeux dramatiques. Mais quand on laisse jouer des enfants, parce que ce sont des enfants, Emmanuel vient de le dire. Mais oui, la nuit, ils font des barricades et puis le jour, ils sont complètement épuisés, ils dorment et puis ils rejouent aux barricades et avec quelques morts au milieu. Et puis des gens qui peuvent pas vivre, qui peuvent pas aller à l'école, mais tout ça est pas sérieux. Enfin, nous sommes un pays qui est le deuxième puissance économique de l'Europe, qui joue au Conseil de sécurité et qui laisse 20 000 gamins. Il y a même pas 20 000 gamins de la grande banlieue de Nouméa qui s'amusent. C'est pas raisonnable. Oui, alors je trouve que vous relativisez beaucoup, mais oui. Mais justement, il y a quand même des victimes. Vous l'avez dit, hein, on a quand même 7 morts. Mais il y en a eu en 88. Mais bien sûr. On continue à jouer. Certainement, non mais d'accord, ils jouent. Mais enfin, en attendant, on ne maîtrise pas du tout la situation, même si ce ne sont que des gosses, même si ce ne sont que 7 victimes, même si cette situation a déjà eu lieu il y a quelques années. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas quand même rétablir simplement l'ordre ? Il a fallu que la gendarmerie rentre dans les boyaux de la grotte pour délivrer les otages. Enfin, voyons. Oui. Tout ça a été créé parce qu'on ne parle pas clair. Il y a, je sais pas, 57 grands chefs coutumiers, sans parler de 200 ou 250 chefs inférieurs par rapport aux chefs coutumiers. Ce sont des gens raisonnables, on les voit, on leur fait la coutume, on leur parle et on leur dit, les amis, ça sert à rien. Voilà, c'est français, ça restera français parce que c'est nécessaire pour la France, c'est nécessaire pour l'Occident, c'est nécessaire pour la stabilité du monde parce que la Chine ne doit pas être installée en Nouvelle-Calédonie, comme au Fidji, comme au Salomon, comme au Vanuatu. Voilà, quand on aura parlé clairement, les choses se décanteront d'elles-mêmes. Bien sûr, Emmanuel qui est là-bas, bien sûr qu'on interviendra, bien sûr que ces barrages devront être liquidés rapidement. Et puis voilà, bien sûr qu'il y a eu des morts, mais enfin... tout ça parce que on ne parle pas clair, Donc c'est le dialogue. Enfin, Emmanuel, il n'y a pas de dialogue à avoir. C'est l'autorité de l'État, point barre. Il n'y a rien à dialoguer. D'accord. Il faut arrêter de dialoguer avec des enfants. Enfin, voyons, même si à Matignon, il y a un gosse. La balle perdue, très bien. Emmanuel, vous partagez tout ce que dit Jean-Claude Martinez ? En tout cas, ça rejoint ce qu'a dit l'ancien chef de cabinet de Jean-Marie Tjibaou il y a quelques jours à la télévision locale, qui disait qu'il fallait que la France dise clairement ce qu'elle voulait, en fait, pourquoi elle voulait rester en Nouvelle-Calédonie, et qu'on voit comment ça peut servir aussi les intérêts de la Nouvelle-Calédonie. Et l'idée de dire que la Nouvelle-Calédonie doit rester française pour la stabilité du monde, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà dit clairement, mais en fait, ça fait 40 ans qu'on leur fait miroiter que éventuellement, s'ils deviennent majoritaires, ils pourraient devenir indépendants. Donc maintenant, ils y croient. Et puis les jeunes émeutiers, ils écoutent plus les vieux, hein. Ils écoutent plus les chefs coutumiers. Il y a des dissensions dans tous les sens. Il y a les relais locaux de la cellule de coordination des actions de terrain. Tout le monde y va de son petit communiqué tous les jours. Ouais, d'accord. Et il demande la démission de tous les élus. Là, le chef de file, le leader de la cellule de coordination des actions terrain, il demandait la démission de tous les élus, aussi les leurs. Ah oui, d'accord. Oui, donc effectivement, c'est pas très sérieux. Jean-Claude Martinez, à quoi s'expose la Nouvelle-Calédonie là aujourd'hui ?
diplomatiquement. Regardez par exemple, pas loin de la Nouvelle-Calédonie, si j'ose dire, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il vient d'avoir une montagne qui s'est écroulée, tout ça, les populations sont ensevelies. Je rappelle d'ailleurs que c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a envoyé au Vanuatu, qui était français et britannique, qui s'appelait les Nouvelles Hybrides, qui a envoyé ses parachutistes pour mater les gens, les Français qui voulaient rester français. On était sous Giscard d'Estaing. Eh bien voilà, la Papouasie-Nouvelle-Guinée indépendante, maintenant il y a des terrains qui lient, il y a des gens qui meurent, il ne peut pas faire face. Ça a été pareil le Vanuatu indépendant, qui était la Nouvelle-Hébride. Dès qu'il y a un cyclone, ça ne peut pas faire face. Enfin, une Nouvelle-Calédonie indépendante, mais c'est un gag. Enfin, regardez nos amis marocains. La population Nouvelle-Calédonie, c'est l'équivalent de la population du Sahara occidental qui veut être indépendant. Eh bien, depuis 50 ans, les Marocains ont dit, bon, on arrête ces plaisanteries. Il n'y aura pas d'indépendance du Sahara occidental parce qu'il est marocain. Point barre. Et ça a été terminé. Alors, ils peuvent avoir des chars d'assaut, ils peuvent jouer à l'indépendance, les Sahraouis. Il n'y a pas d'indépendance. Eh bien, la Nouvelle-Calédonie, c'est la population du Sahara occidental. Mais les dirigeants français ne sont pas le roi du Maroc, qui lui, le roi du Maroc, descendant de Louis XIV, puis sa dynastie remonte à l'époque de Louis XIV, les Alaouites remontent à Louis XIV. Eh bien, voilà, c'est un pays qui est dirigé sérieusement et le problème du Sahara marocain est réglé, même si les autres jouent à la guerre. Eh bien, Emmanuel vient de vous le dire, quand on aura parlé clair, le problème de Nouvelle-Calédonie sera bien sûr pour remettre de l'ordre, enlever les barricades qui sont en train d'être levées. Il y aura peut-être des morts, oui, il y aura des morts. Et si la Chine s'installe en Nouvelle-Calédonie, eh bien bonsoir, dans les années 2040-2050, le nombre de morts dans l'affrontement militaire Chine-Occident, Occident, Chine ou États-Unis, Chine. Alors il faut être capable de se projeter. Encore une fois, la Nouvelle-Calédonie est un territoire vide. C'est la moitié de Chypre, avec la moitié de territoire, Nouvelle-Calédonie 18 000 km², Chypre 9 000 km², la population chypriote est dit que ce soit supérieure. Malte, c'est un petit confetti dans l'Union européenne qui a une population supérieure. Enfin, soyons raisonnables. Bien sûr qu'ils obéissent pas aux chefs coutumiers, mais ici en métropole, il n'y a plus personne qui obéit à personne. Voilà. Et donc, il suffit de parler comme un père de famille. On reste en Nouvelle-Calédonie parce que c'est comme ça, parce que la population le veut, parce qu'on en a besoin, parce que l'Occident en a besoin, parce que l'Europe en a besoin, parce que l'équilibre du monde en a besoin. Et c'est terminé. Et alors après, on rétablit l'ordre, le temps nécessaire pour rétablir l'ordre, et puis c'est terminé. Les petits feront des groupes de rock, on en trouvera. Dans l'accord de Matignon de 88 et l'accord de Nouméa de 98, eh bien, on a offert des bateaux de pêche, on a offert des menuiseries pour que les petits aient un job. Le nickel est en crise, on le sait tout ça, parce qu'il y a la concurrence du nickel d'Indonésie, on le sait tout cela, parce que sur le plan touristique, il y a nos touristes français qui sont bloqués, enfin métropolitains qui sont bloqués là-bas. Mais tout ça parce qu'on laisse créer le désordre. C'est comme les troubles quand il y a un petit garçon, je ne sais pas quoi, de banlieue qui est tué par un policier ou au cours d'un contrôle. Toutes les banlieues françaises brûlent et on dit « Oh là, les banlieues brûlent, les banlieues brûlent. » Bah oui, les banlieues brûlent. Enfin, voyons. Quand il y a eu la croisade des Albigeois à Béziers, puisque c'est la population de Béziers, évidemment, il y a eu des morts, on a parlé même d'1 million de morts. Bon, voilà, le problème de Béziers est réglé depuis le XIIIe siècle. Et si on continue comme ça, on ne réglera jamais le problème de 10 000 gosses. La coordination, Emmanuel vient de le rappeler, je ne sais pas quoi, il y a un centre de coordination du terrain, mais enfin, voyons, et puis des communiqués de presse, et puis tous les correspondants de presse, et puis les Nations Unies, il y a un comité de décolonisation de la Polynésie d'ailleurs, et puis un jour il y aura la décolonisation de la Seine-Saint-Denis, si on continue comme cela, enfin, voyons. Pour résumer, Jean-Claude Martinez, en gros, l'État... Pour résumer, il faut un adulte à Matignon et un adulte à l'Élysée. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon, là, quand on a des gosses qui dirigent le gouvernement français, quand on a la babicratie et que la France est dirigée par des
Youpala, évidemment qu'il y a ce problème-là. Et le problème, c'est que le pays soit dirigé non plus par des Youpala. Il est là le problème. Alors, Emmanuel, que vous disent les dirigeants, les autorités en Nouvelle-Calédonie sur la situation, sur l'évolution de la situation d'un point de vue politique, si tant est qu'ils disent quelque chose de ce niveau-là, et sur la situation en général? Pour l'instant, il parle surtout du rétablissement de l'ordre. Il y a le haut-commissaire qui est le représentant, l'équivalent du préfet en métropole, qui communique quasiment tous les jours pour dire qu'ils font leur travail correctement, qu'ils reprennent les quartiers un par un, etc. Après, j'ai pas vu passer d'informations officielles sur des discussions politiques. J'en ai eu d'officieuses qu'apparemment ils discutent. Il y a des réunions des partis indépendantistes prévues. Qui se sont tenues ce week-end, et puis une réunion plus large qui est prévue dans les prochains jours. Ça n'a pas l'air de s'exciter politiquement beaucoup. Et pour les européennes, parce que le scrutin a lieu dimanche, on disait tout à l'heure que les autorités de l'État, en tout cas, se félicitent d'avoir tout organisé, que tout va très bien se passer. Vous allez aller voter, vous, personnellement ? J'ai pas répondu à la question parce que ça dépend de quel message je voudrais envoyer. Justement, à la France. De toute façon, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a jamais grand monde qui vote. Je crois qu'on est à 30% de votants pour les européennes, même si ils doivent eux aussi payer beaucoup de choses. Il n'y a pas que la France qui paye, il y a sûrement l'Europe aussi qui doit payer beaucoup de choses en Nouvelle-Calédonie, mais je sais pas encore. Après, franchement, je pourrais y aller, moi. Mon bureau de vote, il est à la mairie. Ça sera en journée. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a des quartiers où il y a des gens qui ne sortent toujours pas de chez eux. Et il y a des bureaux de vote dans des écoles dégradées. Je pense que ce n'est pas une organisation optimale. Heureusement que ce n'est que les européennes. Jean-Claude Martinez, vous voulez réagir, je crois ? Oui, mais écoutez, moi je me souviens, sur des rocking chairs, la nuit, avec des Winchester posés sur les genoux, nos amis loyalistes surveillant leurs fermes, leurs troupeaux de rennes, encerclés par des Kanaks avec des bandeaux. C'était 1988, j'étais là avec Jean-Pierre Sirbois. Bon, tout ce cinéma, je l'ai vécu, la caravane de Jean-Pierre Sirbois, de Martinez, avec sur les collines des espèces de chefs indiens avec des bandeaux autour de la tête et des fusils, et arrivant en pleine nuit, un de nos amis se balançant sur un rocking chair avec sa Winchester à portée de main, encerclé. Oui, je l'ai connu, tout cela. Bien sûr que pour Emmanuel, c'est dramatique de ne pas pouvoir aller au supermarché, qui est d'ailleurs pillé pour piquer d'ailleurs l'alcool. Je comprends tout cela, mais ce désordre-là, c'est quand même pas Gaza. Voilà. Non, mais évidemment, non, mais c'est pas comparable. C'est sûr. Vous voyez, quand on dit écoutez, Emmanuel dit les partis loyalistes, mais 3 pingouins qui disent qu'ils ont un parti loyaliste, une tribu de Nouvelle-Calédonie, c'est une tôle ondulée avec 4 poteaux et 15 personnes qui sont là-dessous. C'est ça que ça veut dire concrètement. Jean-Claude Martinez, est-ce que le scrutin des européennes a lieu dimanche? Est-ce que ce sujet de la Nouvelle-Calédonie aurait dû être davantage traité tout court d'ailleurs, parce qu'à vrai dire, on entend... Mais évidemment. Parce qu'il y a un enjeu aussi européen, en fait. Mais bien entendu, si les candidats français étaient raisonnables, on parle par exemple, Marine Le Pen va avoir un problème au mois de septembre d'assistants fictifs. Mais c'est pas les assistants qui sont fictifs, c'est les députés européens qui sont fictifs, c'est les candidats qui sont fictifs, qui ne devraient pas être candidats. Une grande partie, c'est à peine lire et écrire. Vous avez raison, Maud, qu'on n'ait pas dit un mot de la Nouvelle-Calédonie, territoire ultramarin européen si l'année, c'est dramatique qu'on n'ait pas dit, et qu'on ait parlé de conneries, de l'énergie, du prix de l'énergie, comment on va jouer. Tout ça est déraisonnable, voilà. On est en pleine déraison. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette table ronde, d'avoir fait un point. Jean-Claude Martinez, au moins vous avez remis les points sur les i. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de droit public des sciences politiques à Paris-Assas, que vous avez été député national et européen pendant 22 ans. Vous êtes auteur du livre Nouvelle-Calédonie, quoi qu'il en coûte, la France doit rester aux éditions Godefroy de Bouillon. Emmanuel, merci également d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Vous êtes une habitante de Nouvelle-Calédonie depuis 20 ans. Voilà, écoute, de toute façon, on refera
encore un point parce que je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. On en parlera après les européennes. Allez, merci beaucoup à tous les deux.